Bien, donc je vais laisser la parole à une communication qui n'est pas encore tout à fait la dernière de cette journée, puisque nous aurons les propos conclusifs ensuite. Donc au professeur Laetitia Tranchant, qui va évoquer donc cette question souplesse et rigidité des droits en présence. Alors, juste un tout petit mot avant de vous laisser la parole. Je vous avais proposé, parce que je crois que vous aviez fait une intervention en ce sens-là, auprès d'un public de professionnels, d'interagir sur justement la généralisation potentielle d'un statut propre au Borel en général, et non pas limité, donc on y reviendra peut-être après votre intervention. Bien, merci Frédéric, d'abord pour votre invitation, puis à tous pour cette journée très enrichissante. C'est toujours agréable de découvrir ou de redécouvrir d'autres universités, de rencontrer des personnalités, des collègues que l'on connaît déjà ou dont on fait la connaissance. Donc c'est toujours un moment très enrichissant et je dirais qui, pour ma part, souvent génère l'adhésion au colloque, parfois plus que le sujet. Mais il se trouve qu'en l'occurrence, effectivement, le sujet est très intéressant et je vous remercie de me l'avoir confié, même si je me suis un peu éloignée de nos premiers propos. Alors, quand on pèse les mots de l'intitulé de cette journée d'études, attrition du marché locatif, pour rechercher ce fameux nouvel équilibre des rapports de demain, eh bien, nous avons pu mesurer au fil des interventions d'aujourd'hui qu'effectivement, un équilibre est à réinventer. Et sur l'attrition du marché locatif, il faut peut-être sans doute à certains égards quand même relativiser le propos. Si l'on se reporte par exemple aux conditions de logement ou d'exercice d'activités économiques souvent quand même misérables il y a ne serait-ce qu'un siècle, telles qu'elles sont par exemple représentées en littérature ou dont la cinématographie témoigne visuellement, on se rend compte que quand même les standards actuels des attentes contractuelles peuvent plutôt être perçues comme une avancée. Voilà, mais toute proportion gardée, évidemment. Mais depuis, évidemment, de nouvelles problématiques ont émergé. Alors, face aux exigences contemporaines qui sont, bien entendu, tout à fait légitimes, il faut composer avec la réalité. La réalité, c'est quoi ? C'est l'urbanisation des centres-villes, des zones professionnelles, des espaces qui étaient préservés jusqu'à une époque encore récente, et cette urbanisation, elle a quand même été vertigineuse. Et notamment à travers l'étalement horizontal, mais aussi les élévations, les surélévations, l'exploitation des sous-sols. Et puis, il faut ajouter parallèlement, ce qui a été dit, l'émergence d'exigences de décence et en matière d'environnement. Donc ça fait quand même beaucoup de choses en très peu de temps. Et finalement, cette soif du marché locatif, je dirais même du marché immobilier en général, est à la mesure de l'évolution de nos modes de vie et du développement aussi de l'individualisme humain, puisque dans un local, on attend toujours plus, et puis on aimerait bien en avoir plusieurs, et puis voilà. Donc on a quand même cette espèce de course qui s'est accélérée en quand même assez peu de temps. Et donc le défi du marché en matière immobilière, il est à mon sens incommensurable. Alors, si l'on cherche à situer la place de notre contrat locatif dans ce marché, le Code civil désigne le contrat de louage de choses comme presque un contrat de louage, un contrat parmi d'autres, un contrat spécial parmi d'autres. Pourtant, on l'a dit aujourd'hui, il y a une prégnance de l'ordre public. Les enjeux sociétaux dont il fait l'objet le distinguent quand même très fortement de certains contrats qui sont beaucoup plus passe-partout, beaucoup plus transposables d'un point à un autre. Des juridictions spéciales lui sont consacrées, on n'en a pas tellement parlé, mais c'est vrai que c'est quand même important. Et puis, bien entendu, il est au cœur des politiques locales et nationales. On dépasse donc la chose des seuls partis. Il est incontestablement un enjeu public prioritaire qui déborde donc son cadre d'origine, et c'est sans doute pour cette raison que certains déséquilibres se sont aussi installés de manière plus ou moins insidieuse.
Alors, dans le Code civil, le bail s'insère entre, d'une part, le contrat d'échange et, d'autre part, les 3 monstres du louage d'ouvrage et d'industrie que sont devenus le contrat de travail, le contrat de transport et le contrat d'entreprise, pour le situer un peu dans notre code. Alors, les 2 premiers contrats de louage que je viens de citer, ils ont fait l'objet de codification d'ampleur, code des transports, code du travail. Et le contrat de bail, lui, il voit ses composantes finalement éparpillées. Et c'est peut-être d'ailleurs en soi une piste, hormis le squelette de quelques articles du Code civil qui lui sont consacrés, on pourrait se demander ce qu'il y a de commun entre un bail commercial, un bail loi de 89, un bail réel solidaire. Voilà, il y a vraiment une très très grande diversité à partir de ce contrat originel. Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'en contrepartie d'un prix, le loyer, une personne va détenir un droit de jouissance sur la chose d'autrui pendant un certain temps. Voilà, c'est vraiment ce qui réunit tous ces contrats. On l'a dit tout au long de cette journée, les variantes sont diverses. Cette jouissance, elle peut se traduire par une activité professionnelle, servir de logement, créer une dissociation foncière, durée de quelques mois à finalement presque un siècle. On l'a vu également, les attentes du marché locatif, elles sont multiples et notre réglementation a peu à peu tendu à travers des règles rigides quand même qui se sont décuplées en proposant des solutions ponctuelles, voire des solutions de circonstance, sans qu'un cap fort semble avoir été tenu, et notamment l'attractivité de la location du côté des 2 parties. On a quand même un certain déséquilibre qui s'est installé. Alors, notre propos reposera sur l'idée que les instruments juridiques pour lutter contre l'attrition du marché locatif existent. Il convient de les exploiter en se tournant vers les solutions que suggère la structure des baux elle-même. Ainsi, s'intéressera-t-on successivement au contrat, ensuite à la chose et au rapport à la chose, enfin au temps. Alors, pour s'intéresser tout d'abord au contrat, rappelons la définition du contrat. C'est un accord de volonté entre 2 ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. C'est l'article 101 du Code civil. C'est dire que le contrat pourrait être un instrument de souplesse. Or, en matière de bail, il est devenu le symbole d'une opposition d'intérêts, une zone peu sécurisante, peu sereine, où chacun redoute que l'autre déclare une exigence qui va sonner comme une sommation, une déclaration de guerre, le symbole aussi parfois d'une fausse lutte des classes. On a beaucoup opposé le bailleur et le preneur, alors que peut-être on aurait eu intérêt à rapprocher l'intérêt qu'ils auraient à trouver des accords. Et donc, à force de présupposer qu'il y a dans tout contrat, et en particulier dans le bail, une partie faible abusée et une partie dominante abusive, et que ces rôles sont distribués à l'avance, la législation des baux a, d'une certaine manière, conditionné les parties à se méfier l'une de l'autre et, en cours de bail, à adopter, mais très rapidement, des postures belliqueuses ou, à tout le moins, de défiance. Autre élément qui vient figer, je force un petit peu le trait évidemment, autre élément qui vient figer la situation, c'est quand même la rédaction même des textes. À l'éparpillement dans les codes, code civil, code de commerce, code rural, code de la construction et de l'habitation et les autres textes, pour s'en tenir au seul droit privé, s'ajoutent les strates de réglementation auxquelles il faut parfois avoir recours pour parvenir à une juste articulation des dispositions applicables, sans compter évidemment leur qualité rédactionnelle. À s'en tenir au seul baux civil de la loi du 6 juillet 1989, ces modifications successives et le luxe de détails qui en résulte, c'est quand même une législation étouffante qui attend les parties au pied du labyrinthe, dont elles n'ont parfois l'espoir de sortir qu'en suivant un long fil judiciaire. J'ai compté par exemple le nombre d'occurrences chez LexisNexis sur les fascicules jurislateurs civils code, aux articles 1708 et suivants du Code civil. Alors, combien de fascicules jurisclasseurs pour les baux, seulement les baux d'habitation ? 106. 106
fascicules jurisclasseurs. Et attention, des fascicules techniques, pas des fascicules de principes directeurs, etc. 106 fascicules techniques. Voilà. Et après, on a les baux spéciaux. Donc, ça fait quand même, ça dit quelque chose. En filigrane, ce qui est venu asphyxier aussi le rapport locatif, ça a été souligné, l'absence de nuances, parfois, alors voilà, je dis parfois, il ne faudrait pas moi-même que mon propos soit sans nuance, mais entre les intérêts légitimes à protéger et l'ordre public. L'ordre public qui a été parfois brandi comme une solution à un ensemble de problématiques et de rapports très divers, là où le consensus aurait pu faire évoluer les parties vers des solutions négociées et adaptées à leur situation. Voilà, on peut se demander s'il était besoin de produire parfois une artillerie aussi puissante qui ôte au contrat ces vertus d'échange et de recherche du contrôle promis pour aujourd'hui faire le constat que l'arme était quand même parfois disproportionnée. Alors, les prévisions en matière de bail, c'est particulièrement sensible en matière de bail d'habitation, semblent calibrées pour répondre à toutes les situations. Elles sont en réalité des élixirs qui ne peuvent résoudre tous les aléas contractuels. Certes, on a des problématiques récurrentes, cependant, les contextes dans lesquels elles interviennent sont différentes. On fait en quelque sorte semblant de produire un dispositif efficace qui va répondre à tous les panels de situations, alors qu'en réalité, on enferme les contractants dans un système véritablement précontentieux qui détourne les propriétaires de baux stables et crée de la pénurie. Alors, la multiplication des baux spéciaux dotés d'un fort ordre public amplifie cette rigidité. Par exemple, un bailleur qui souhaite louer un étudiant pendant l'année et réaliser des locations saisonnières au beau jour, ce qui est assez commun, eh bien, il ne recourra pas nécessairement au bail étudiant parce que 9 mois, ça peut s'avérer une durée trop longue. Parce que, par exemple, l'étudiant, il a cours 7 mois de l'année, puis 2 mois. Pendant 2 mois, il va faire un stage où il est en alternance. Et donc, il ne va pas pouvoir passer par ce bail. Il pourrait alors se tourner vers le bail mobilité qui permet une durée comprise entre 1 et 10 mois. Chouette, un peu de souplesse. Mais dans ce cas-là, le dépôt de garantie n'est pas possible. D'accord ? Donc, on voit bien que c'est quand même d'une rigidité un peu décourageante et de telles hypothèses ne sont quand même en pratique pas rares. Alors, peut-on espérer inverser la tendance à l'attrition ? Eh bien, compte tenu de ce qu'on vient d'évoquer et des symptômes relevés par les interventions précédentes, il semble que 2 voies complémentaires pourraient alléger le dispositif du bail, quelle que soit sa destination. Et c'est un retour à l'élémentaire que je vous propose. Tout d'abord, un élémentaire classique, à savoir moins d'ordre public et une rédaction plus concise des textes qui inciterait davantage les parties à rechercher leur propre solution. L'idéal, ce serait de ne pas, ne serait-ce que franchir le seuil de l'idée de confrontation et partir du principe qu'une entente pourrait être trouvée par une négociation précontractuelle plutôt que l'adhésion et la possibilité également d'adapter le contrat. Cela suppose de favoriser les échanges entre les parties avant la conclusion du contrat en permettant davantage de négociations sur certains aspects, en insérant par exemple des clauses de renégociation, des clauses d'imprévision, par exemple pour perte de travail, etc. Et puis des échanges aussi pendant l'exécution du contrat en cas de difficulté, en sollicitant des notions qui sont bien connues, telles que l'intérêt commun, qu'on pratique en matière de mandat, en matière de société, en matière de propriété collective, par exemple en matière d'indivision, l'intérêt commun c'est pratiqué. Pour la réalisation de certains travaux, les parties pourraient ainsi avoir un intérêt commun à en supporter la charge en commun, même de façon inégale, plutôt que de considérer systématiquement qu'il repose sur l'un ou sur l'autre. Cela suppose aussi sans doute de redonner davantage de corps au concept traditionnel du droit des contrats qu'est l'obligation de bonne foi. C'est une manière de renforcer la coopération entre les parties. À mon sens, la bonne foi, c'est quand même le repère négligé. Elle pourrait représenter quand même une source d'ajustement que les parties auraient intérêt à investir davantage. Alors c'est vrai que ça laisse un peu la porte ouverte à de l'appréciation judiciaire, mais enfin, il faudrait peut-être aussi partir du principe que les parties pourraient s'entendre de bonne foi plutôt que de les mettre en face à face.
Ce qui a pour, je dirais, corollaire l'autre élément qui, à mon avis, est un élémentaire inexploité, qui repose sur une démarche de pluridisciplinarité, qui pourrait sembler surprenante, voire incongrue, j'en ai conscience, mais qui pourrait tout aussi bien être considérée comme sollicitée très tardivement, compte tenu de notre aptitude supposée à la recherche de solutions. Je veux parler de la pluridisciplinarité, droit, neurosciences. En effet, comment peut-on comprendre les contractants, le bailleur, le locataire, et prétendre résoudre leur situation si on se cantonne à la compréhension de leur seule relation juridique? Et notamment, quand ce qui sous-tend le rapport est suggéré par notre législation comme l'archétype d'un rapport de domination. Si, imaginons qu'un spécialiste des neurosciences soit à cette tribune, eh bien, il est probable que sa description de l'activité cérébrale du bailleur et de l'activité cérébrale du locataire aurait donné un éclairage intéressant à nos échanges. Pouvons-nous nous passer, le législateur peut-il se passer de la connaissance des mécanismes et réactions qui se mettent en place à travers nos règles de droit? Nos cerveaux, tous nos cerveaux, disposent d'un logiciel qui le conduit à rechercher des solutions aux problèmes qui lui sont posés. Ce logiciel, certes, il est propre à chacun d'entre nous, mais en schématisant à l'extrême, il obéit quand même à un fonctionnement qu'on pourrait qualifier de mécanique dans les réactions chimiques qu'il produit et qu'il nous suggère. Ce qui veut dire que si le problème est « je rencontre une difficulté avec mon preneur, avec mon bailleur », et la loi dit qu'en saisissant le juge, eh bien, le preneur, le bailleur sera condamné à réaliser telle réparation ou à me verser des dommages et intérêts, bah alors le cerveau, qu'est-ce qu'il va faire? Mécaniquement, il va aller à la solution en apparence la plus simple, c'est-à-dire nous dire de saisir le juge et d'attendre la décision. En revanche, si le problème est « je rencontre une difficulté avec mon preneur, avec mon bailleur, et mon contrat prévoit que je dois le rencontrer pour rechercher une solution négociée », alors, eh bien, le cerveau sollicitera ses ressources propres pour tenter d'y parvenir. Alors évidemment, ça n'ôte pas toute possibilité d'échec ni de recours au juge, mais ce que je veux signifier, c'est que la perspective, elle est tout autre, et la piste, elle a l'avantage d'ouvrir la voie à la souplesse, plutôt que de systématiquement créer des normes qui sont inefficientes et enfermer les parties vers des solutions qui sont aujourd'hui jugées quand même assez rigides. Donc si véritablement c'est un équilibre qui est recherché, alors eh bien, cette voie semble devoir être explorée à l'avenir. Et d'ailleurs, les professionnels du marché immobilier savent très bien utiliser nos cerveaux pour nous vendre tout un tas de choses. Et pas que les professionnels de l'immobilier. Alors, ensuite, la chose et le droit sur la chose. Alors, la chose objet du bail, faute de temps, je n'en parlerai pas. Et d'ailleurs, là n'est sans doute pas l'essentiel. Et donc, je vais plutôt axer le propos sur le rapport à cette chose, qui apparaît le plus malaisé et qui constitue peut-être une explication à la difficulté de saisir ce lien particulier et à le maintenir au bénéfice commun des deux parties. Le rapport contractuel semble souffrir d'une certaine ambivalence qu'on pourrait présenter ainsi. Du côté du bailleur, il a tendance à se considérer comme un propriétaire encore investi de l'ensemble de ses droits. La chose mise à bail, en fait, elle lui appartient, c'est incontestable, elle figure dans son patrimoine, seulement il est privé de sa jouissance jusqu'à la fin du contrat. Le bailleur, il sait que la durée de la relation contractuelle est limitée dans le temps. La plupart du temps, elle est quand même assez longue, voire en cas de renouvellement successif ou de baux superficiaires, très longue. Et il sait que même s'il dispose de moyens pour mettre fin au bail, il va devoir supporter la jouissance de l'autre sur un temps long. Par exemple, le congé pour reprise reste conditionné strictement, l'indemnité d'éviction est dissuasive, etc. Et donc, il est privé de sa jouissance, pas comme un propriétaire le serait, comme un nu propriétaire le serait de l'usufruit, mais quand même, quand le lien contractuel s'inscrit dans le temps, que le bail soit civil, commercial ou professionnel, quand même, on s'en rapproche en pratique de cette situation nu propriétaire usufruitier. C'est pas le même droit, mais
je pense que dans l'esprit du bailleur, on n'en est pas non plus très loin. Ils font naturellement exception, sans compter que le bailleur ne voit pas le bien, comme l'usufruitier, il n'a pas c'est pas tellement ce qui se passe dans le local. Ils font naturellement exception les baux de courte durée, type bail mobilité, bail un étudiant, les locations saisonnières, mais ces durées sont tellement brèves que le propriétaire n'a véritablement pas le temps de se sentir dépossédé par le bail. Il paraît même encore davantage conforté dans sa contenance de propriétaire. En conséquence, le bailleur reste un propriétaire qui a vocation à recouvrer l'entière puissance sur son bien au terme du contrat. Autrement dit, le bailleur semble, pendant le temps du bail, se considérer et se comporter plus comme un propriétaire que comme un contractant qui aurait abdiqué temporairement une partie de ses droits. Alors vous allez me dire, il y a bien une contrepartie à la jouissance qu'il concède à travers le paiement du loyer. Mais le loyer, il est versé et donc son droit de jouissance s'accomplit. Et puis si le loyer n'est pas versé ou s'il est mal versé, quand ce bailleur va mettre en œuvre les moyens de recouvrer sa créance, c'est quand même quelque part toujours son droit de créance qu'il exerce. La créance de loyer n'est toujours que l'expression monétaire de la jouissance temporairement concédée. Alors, tout ça, c'est juridiquement discutable, mais enfin, dans son esprit, ça se passe, on entend que ça puisse se passer comme ça. Du côté du preneur, son droit porte sur la chose d'autrui. Pourtant, en raison même de la destination de la chose, habitation, activité commerciale, professionnelle, le preneur, il est quand même chez lui. Le locataire qui décide de vivre avec sa famille, le commerçant qui abrite sa société commerciale ou le professionnel qui développe son activité libérale dans les locaux loués, tous se comportent comme le propriétaire des lieux. Si ce n'était le vice d'équivocité qui leur serait opposé en raison du contrat de bail, ils ressembleraient fort à de parfaits possesseurs. Il serait en réalité assez difficile de les en distinguer. De par la fonction fondamentale, donc logement, activité économique et propriété du fonds que les locaux loués ne font qu'abriter, de par cette fonction fondamentale, donc assignée au bail, le preneur aura tendance à se considérer comme le maître, même temporaire, de la chose. Et les prérogatives que les textes ont allouées au preneur ont sans doute également contribué à lui faire considérer son droit comme portant directement sur la chose. C'est dire en résumé que le preneur, il entre dans la relation contractuelle comme s'il détenait un droit direct réel sur la chose, un droit qui, à tout le moins, irait au-delà d'un simple rapport de créance, d'un simple rapport entre créancier et débiteur, alors que le bailleur semble pour sa part se cantonner au seul rapport personnel et rester détenir encore des droits de nature réelle sur la chose mise à bail. Et de fait, la question de la nature du droit accordé au preneur peut se poser. Elle a été posée ce matin de façon théorique et historique par notre collègue. Est-ce que c'est un droit réel? Est-ce que c'est un droit personnel? Donc évidemment, je ne vais pas me risquer à trancher la question, mais on voit bien que ça a à voir aussi avec la question de la pertinence de la summa divisio droit réel, droit personnel, qui elle-même est remise en question. Donc on rappellera simplement que les textes fondateurs du Code civil, auxquels on se réfère 116, 1709, 1719, ils ancrent le droit du preneur dans une sphère obligationnelle, et c'est la thèse à laquelle se rattachent la jurisprudence et la doctrine classique. Pourtant, si l'hypothèse d'un malentendu sur la nature que chacun perçoit de son droit et que nous avons tenté de mettre en lumière pouvait s'entendre, elle exprimerait sans doute l'immense complexité des rapports entre les parties et envers la chose en matière de bail, et en particulier les hypothèses dans lesquelles le locataire érige sur le bien loué une construction sur la chose mise à bail. Alors là, c'est encore plus flagrant, j'allais dire. D'ailleurs, très souvent, on va lui reconnaître un droit réel. Pour sortir de ces postures inconfortables, les parties pourraient alors trouver intérêt à se tourner vers d'autres alternatives qui trouvent leur siège dans le Code civil. Mélanie Pinchot les a citées tout à l'heure brièvement. Je vais un tout petit peu insister sur ces droits. Il s'agit du droit d'habitation des articles 625 et suivants du Code civil, du droit d'habitation des articles 625 et suivants du Code civil, et plus généralement des droits d'usage issus des mêmes dispositions qui pourraient couvrir un champ beaucoup plus étendu que celui du logement. Assurément, en matière de droit d'usage et d'habitation, mais c'est également
vrai pour les autres droits réels sui generis, eh bien, le droit accordé au locataire est un droit réel, enfin, la personne est un droit réel, un diminutif de l'usufruit, mais peut-être répondrait-il de façon plus pertinente à la réalité de leur rapport, et notamment rendre compte de ce rapport à la chose qu'a le preneur. Les usages imaginables sont par essence divers, j'allais dire innombrables, et ils peuvent laisser aux parties une grande liberté pour confectionner le droit de leur choix en s'extrayant des contraintes rigides des baux et notamment de leur durée. D'ailleurs, si on songe aux baux dits superficiaires, ils ne font que préciser, baliser certains usages en libérant leur durée à 99 ans. Finalement, si on cherchait vraiment la différence entre un usage concédé et un bail nommé, je suis pas sûre qu'on verrait une différence de nature très importante. Le revers, c'est que cette souplesse n'est pas à l'abri d'un risque de requalification. Les statuts impératifs font quand même la vie dure, on le sait, et attirent à eux les accords qui laissent entrevoir une faiblesse à cet égard. Donc ça veut dire qu'on va rapidement, si la rédaction est un peu faible, on va rapidement se faire happer par un statut existant. Donc si on a recours à ces droits réels, eh bien, il faut être très vigilant sur le fait qu'ils ne puissent pas être requalifiés. Et donc, en pratique, les parties qui voudraient se soustraire au baux en se tournant vers les droits d'usage et ou d'habitation, eh bien, devront éviter d'ouvrir des brèches et sécuriser leur convention. J'en viens maintenant au temps. Le temps est une donnée importante du bail et il sera abordé très brièvement de deux manières. D'une part, le temps du contrat en général et la durée du bail en particulier, et d'autre part, le temps que les parties consacrent à leurs échanges. Le temps du contrat et la durée du bail tout d'abord. On l'a dit, les modes de vie ont évolué. Une famille, une entreprise ne s'établissent plus toujours aussi durablement qu'auparavant et le temps contractuel a lui-même changé. Les contractants, eh bien, ils sont évidemment à l'image de notre monde, ils sont réactifs. En témoigne à elle seule la loi de 2008 sur la prescription, passer d'une prescription de droit commun de 30 ans à une prescription de droit commun de 5 ans. Ce n'est évidemment pas anodin et la plupart des textes fondateurs du droit des baux sont antérieurs à cette loi. On les a toilettés, retouchés, augmentés, ramifiés, mais sans doute qu'une perspective plus contemporaine qui consisterait à penser l'approche des baux dans leur ensemble, au regard notamment du temps du contrat en général et du temps du contrat de bail de façon plus spécifique, offrirait aux parties une grille contractuelle plus adaptée. Pour le moment, la souplesse temporaire se situe surtout du côté du locataire. La rupture du bail lui est ainsi favorisée, alors que le bailleur, lui, il est quand même enfermé dans des règles assez strictes. Ce dernier doit donc réagir vite face à des décisions du preneur qu'il ne maîtrise pas toujours et qu'il ne connaît pas. Or, la réactivité doit aussi lui être permise à ce bailleur, car, on vient de le dire, le temps contractuel a évolué. Et sur la durée du bail, je dirais simplement que si on s'intéresse aux baux superficiaires tels que le bail emphytéotique, eh bien, ou le BRI, le bail à construction, etc., ils offrent, et on l'a vu à travers le bail réel solidaire, ils offrent un éventail temporel suffisamment ouvert à la liberté des parties. Et là, je pense que c'est un bon format. Pour les autres baux, les durées paraissent quand même très figées, le plus souvent au grand bénéfice du locataire. Et peut-être que réintroduire de la liberté contractuelle serait source d'une souplesse salvatrice. Enfin, j'en termine avec le temps de l'échange, celui qui laisse la place à la négociation, à la renégociation, à l'adaptation du contrat, finalement à la coopération entre les parties. Si l'ordre public doit reculer pour laisser la place au consensus contractuel, il faudra bien trouver ce temps, en fait. D'accord ? Il faudra, en contrepartie, être d'accord pour lui consacrer ce temps-là. D'un point de vue juridictionnel et de façon vraiment très générale, tout contentieux confondu, on est passé en l'espace d'à peine 2 décennies d'une logique contentieuse à une logique d'alternative de règlement des différends, en introduisant et souvent même en privilégiant la médiation ou la conciliation.
tant les baux d'habitation que commerciaux ont intégré ces stratégies d'évitement du contentieux, et donc il serait sans doute opportun d'aller plus loin en décourageant davantage encore le contentieux et surtout en généralisant les voies alternatives. Donc ça veut dire qu'il faudrait remplacer le réflexe contentieux par le réflexe plus ambitieux de l'échange. Et les secteurs de la médiation se sont spécialisés, certains professionnels, dont les professions réglementées, les notaires, les avocats, ont parfaitement saisi l'intérêt d'y recourir, parfois par secteur de compétences. Une spécialisation sur le champ des baux, sur l'ensemble de leurs problématiques, serait sans doute, à mon sens, un facteur de souplesse. Alors, en conclusion, est-ce qu'on peut croire à ces propositions? Alors, tout simplement, j'allais dire, et peut-être un peu abruptement, non, si ces recherches d'équilibre donnent le sentiment qu'il y a un recul des droits et qu'on perd quelque chose, parce que nos cerveaux, ils vont pas du tout aimer cette idée de perte et ils vont sortir le bouclier. Oui, si nos cerveaux comprennent qu'il s'agit d'alternatives dans lesquelles un véritable gain à long terme peut être trouvé, et donc à nous de lui donner ces clés de compréhension. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, chers collègues, pour cet exposé tout à fait riche, également avec des propositions atypiques qui font appel à la neuroscience. Je vais y arriver, c'est en fin de journée. Et j'aurais juste un petit mot, précisant votre propos relativement à l'objet. Parce que c'est vrai qu'on n'a pas franchement parlé tout au long de cette journée, mais le fait que l'objet de ce bail est un immeuble fait que justement, on a ces préoccupations, on a une rigidité qui est particulière à la matière immobilière, parce que le foncier est rare, il est économiquement et socialement important, et c'est peut-être ce qui explique justement donc la difficulté que nous avons à aller vers plus de souplesse, quand même le marché demande cette souplesse que vous avez évoquée, et on peut quand même la trouver non seulement du côté de la liberté conventionnelle qui serait redonnée donc aux parties à ce contrat, un peu moins d'hypocrisie, parce que j'utilise sciemment ce terme donc lorsque vous nous avez rappelé que finalement qu'est-ce qui distingue un preneur d'un possesseur? Pas grand-chose. C'est flou en fait, c'est-à-dire que les frontières sont assez floues. Je pense que les frontières sont assez floues. De la même façon qu'entre le détenteur et le possesseur, c'est effectivement cet élément intentionnel, d'où l'importance justement du ressenti psychologique qui peut amener... Mais je dirais que même au-delà de la psychologie, parce que c'est vrai qu'il y a un aspect psychologique, mais derrière la psychologie, il y a vraiment des mécanismes qu'on néglige totalement. Mais c'est vrai dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'en fait, on a des espèces de réflexes qui nous sont suggérés parce qu'on a une certaine façon de fonctionner, alors qu'en fait, il suffirait simplement de les changer en expliquant à notre cerveau que non, cette voie-là, on va pas l'utiliser parce que ça va être trop... et que c'est beaucoup plus simple c'est un peu... c'est le test du chamallow, en fait. C'est soit on veut tout de suite et ça va pas très bien se passer à long terme, soit on est capable d'attendre et d'être patient et de vouloir quelque chose de plus pérenne. Et là, on construit quelque chose. Vous voyez, on oscille entre le chamallow et les trois petits cochons, quoi. Pour aller très, très vite. Et le travail est encore long. Le travail est long, mais on est quand même à l'université et je suis quand même assez étonnée de l'absence de lien qu'on entretient avec nos collègues de neurosciences pour en savoir un peu plus. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faudrait réorganiser une journée avec une participation de sociologues, de philosophes et de spécialistes des neurosciences. Alors, c'est pas toujours évident de faire en sorte que donc une fédération des travaux soit organisée. Mais c'est à repenser. Merci encore une fois. Je ne sais pas si nous avons des questions. Oui, merci. Alors, la réponse est oui. C'est-à-dire que en cas de décès, le droit réel est transmis aux héritiers. Alors, il y a une exception pour le conjoint survivant qui n'a pas, lui, à répondre aux conditions d'éligibilité pour pouvoir prétendre à un BRS. En revanche, les autres héritiers doivent remplir les conditions d'éligibilité.
Et dans tous les cas, donc s'ils peuvent pas, par exemple, prétendre eux-mêmes à devenir titulaires du contrat, ça veut dire qu'ils vont devoir soit le céder, les héritiers vont le céder, soit être indemnisés de la valeur des droits par l'OFS. Et dans tous les cas, comme on l'a vu, puisque ce droit, la particularité de ce droit est de conserver sa valeur dans le temps finalement, hein, c'est ce qui le distingue par rapport aux autres contrats, on l'a dit, classiques, hein, baux à construction, baux amphithéotiques. Puisque les droits du preneur conservent leur valeur, ils ont une valeur qui fiscalement est imposable au moment de la succession, bien sûr.